Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 3 critères de l'infidélité. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Avant d'aller plus loin, il faut s'entendre sur la définition de l'infidélité. En effet, chacun y va de son interprétation et celle-ci est très fortement colorée par les valeurs et l'histoire personnelle de qui l'énonce. L'infidélité inclut un ou plusieurs des 3 éléments suivants. Un secret autour de cette relation, une alchimie sexuelle entre les deux personnes, sans qu'il y ait nécessairement de rapport sexuel, ce qui inclut les relations virtuelles via Internet. Et le troisième critère, c'est une part d'affectif, une implication émotionnelle de la part de la personne infidèle. Le secret, c'est le principe fondateur numéro 1 de l'infidélité. Une liaison se vit toujours dans l'ombre d'une relation première, avec l'espoir de ne jamais être dévoilée. Et le secret est précisément ce qui en intensifie la charge érotique. L'une des caractéristiques les plus puissantes du secret est qu'il donne accès à une forme d'autonomie et de contrôle, un cadre dans lequel on peut définir soi-même les règles du jeu. L'infidélité est un boulevard pavé de risques et de dangers qui se vit avec l'énergie rebelle de la transgression. À défaut d'être certain de notre prochain rendez-vous, nous sommes assurés d'éprouver le frisson de l'anticipation. L'amour adultère évolue dans un univers autonome, coupé du reste du monde. Il s'épanouit à la lisière de nos vies et du moment qu'il n'est pas dévoilé au grand jour, il conserve tout son charme à nos yeux. Les secrets ne sont pas toujours drôles cependant, même pour leurs détenteurs. Étant au cœur de l'infidélité, ils nourrissent les mensonges, les dénégations, les tromperies et les stratégies élaborées. Vivre dans la duplicité peut vous isoler et le temps passant générer une honte destructrice et vous dégoûter de vous-même. Les secrets démasqués ont un effet dévastateur sur le partenaire trompé. Pour beaucoup, ce sont les mensonges sans fin qui laissent les cicatrices les plus profondes. Cette duplicité qui est condamnée ici passe ailleurs pour de la prudence. Il est évident que les liaisons vont de pair avec des stratégies de dissimulation, et l'affront réside plutôt dans le fait qu'une personne n'ait pas assez bien caché sa liaison. Tout débat sur l'infidélité suppose que l'on prenne en compte cet aspect des choses, mais aussi que l'on s'interroge sur la vie privée. Où s'achève-t-elle et où commence le secret? Fouiner dans les affaires de l'autre peut-il être considéré comme une mesure de prévention légitime? La vie privée doit-elle s'accompagner d'une totale transparence? Nous passons maintenant au deuxième critère, l'alchimie sexuelle. C'est une expression qu'on préfère souvent à rapport sexuel. C'est une définition qui ne se limite pas à une liste restreinte d'actes sexuels, mais qui inclut au contraire une compréhension approfondie de l'érotisme, tant spirituel que physique. L'infidélité implique parfois des rapports sexuels et parfois non, mais elle est toujours de nature érotique. Marcel Proust l'avait bien perçu, c'est notre imagination qui est à l'origine du sentiment amoureux, pas la personne en face de nous. La force de l'érotisme est telle qu'un baiser rêvé peut s'avérer aussi puissant et électrisant que des heures passées à faire vraiment l'amour. Nous savons tous que renoncer à la jouissance physique peut être aussi érotique que s'y abandonner. Le désir puise ses racines dans l'absence et l'envie. Beaucoup de liaisons ne sont pas tant des histoires de sexe que de désir. Celui d'être soi-même désiré, regardé et perçu comme une personne à part, d'être lié à quelqu'un et d'attirer l'attention. Tout cela suscite un frisson érotique qui fait que l'on se sent vivant, neuf, regonflé à bloc. Il s'agit plus d'une énergie que d'un acte proprement dit, plus d'un enchantement que d'un rapport sexuel. Même lorsque la liaison est consommée, le système de défense des partenaires infidèles impressionne par sa capacité à mettre en avant la moindre petite excuse. Les gens se donnent bien du mal pour effacer le caractère sexuel de leur transgression. Ces discussions nous amènent inévitablement au sujet épineux de la nature de notre liberté érotique. Considérons-nous que le moi érotique de notre partenaire nous appartient entièrement?
Je parle ici de pensées, de fantasmes, de rêves, de souvenirs et aussi de sources d'excitation, d'attirance et de plaisir solitaire. Ces aspects parfois personnels de la sexualité font partie de notre individualité souveraine et relèvent de notre jardin secret. Mais certaines personnes jugent que tout ce qui est d'ordre sexuel doit être partagé. Découvrir que leur partenaire se masturbe ou éprouve encore des sentiments pour une ex leur fait l'effet d'une traîtrise, de même que toute pratique sexuelle réelle ou imaginée. Pourtant, vu sous un autre angle, l'acceptation d'un certain degré d'individualité érotique peut marquer un respect de la vie privée et de l'autonomie d'autrui, devenir même un gage d'intimité. Les plus aptes à préserver l'intercelle érotique de leur relation sont ceux qui s'accommodent sans problème d'une part de mystère entre eux. Bien que monogames dans les faits, ils ne considèrent pas la sexualité de l'autre comme leur propriété exclusive. Et c'est précisément parce que cet autre est insaisissable qu'ils reviennent sans cesse auprès de lui pour découvrir de nouvelles facettes de cette personne. Les couples doivent négocier leur indépendance érotique dans le cadre d'un échange plus global sur l'individualité et les liens de chacun. En cherchant à nous protéger contre toute trahison intime, nous revendiquons un droit d'accès, de contrôle et de transparence, au risque de détruire, sans nous en rendre compte, l'espace entre nous qui maintient le désir vivant. Le feu a besoin d'air pour brûler. L'affectif est le troisième élément potentiellement constitutif de l'infidélité et on le retrouve à divers degrés dans la plupart des liaisons. À l'une des extrémités du spectre règne l'histoire d'amour avec son cortège intégral de sentiments passionnés. Je croyais savoir ce qu'était l'amour, mais je n'avais encore jamais rien éprouvé de tel, est un véritable cri du cœur. Les gens dans cet état me parlent de transcendance, d'éveil, de destinée, d'intervention divine, de quelque chose de si pur qu'ils ne pouvaient pas le laisser passer, tant cela aurait été un manquement grave envers eux-mêmes. Pour qui est impliqué dans ce genre d'aventure sans pareil, le mot liaison est inadapté parce qu'il ne traduit pas la portée affective d'une telle expérience. En continuant à parcourir la gamme des liaisons infidèles, on découvre, après les histoires d'amour, toute une variété de rencontres plus ou moins intimes, pour finir par tomber sur les passades récréatives, anonymes, virtuelles ou tarifées. La plupart du temps, leurs adeptes insistent sur la dimension affective inexistante de la transgression. Certains allant jusqu'à avancer que, par conséquence, leur comportement ne peut être qualifié de trahison. Et l'on retrouve ici la position selon laquelle ça ne voulait rien dire. Mais un rapport sexuel peut-il n'être que purement sexuel ? Quand bien même les sentiments n'entrent pas en jeu, le simple fait de s'autoriser un coup d'un soir est très révélateur. C'est ironique que les gens minimisent leur engagement affectif pour amoindrir leurs fautes. Ça ne voulait rien dire. Tandis que d'autres soulignent la nature émotionnelle de leur relation exactement pour la même raison. Il ne s'est rien passé. Quel est le pire ? L'amour volé ou le sexe interdit ? Chaque individu a une sensibilité particulière. Il y a ceux qui ne sont pas gênés d'éprouver de l'attachement pour une autre personne que leur partenaire, du moment que ça ne va pas plus loin. Et ceux qui considèrent que le sexe en soi n'est pas bien grave et qui s'accordent mutuellement la liberté de batifoler du moment que les sentiments ne sont pas de la partie. Ils appellent ça la monogamie affective. Dans la grande majorité, nous avons du mal à séparer le sexe et les émotions. Qu'en est-il des infidélités émotionnelles ? Ces dernières années, cette nouvelle catégorie a émergé. Ce terme sous-tend que la trahison n'implique pas de rapport sexuel, mais plutôt une proximité affective, inconvenante, réservée d'habitude aux partenaires officiels et de nature à saper la relation avec ces derniers. Mais tant d'infidélités émotionnelles sont empreintes de tensions sexuelles qu'il y ait eu ou pas contact entre les parties génitales. De toute évidence, une liaison peut être sexuelle sans qu'il y ait pénétration d'un vagin par un pénis. Et dans ce cas, mieux vaut appeler un chat un chat. Parfois, pourtant, l'expression s'applique à des relations véritablement platoniques, mais jugées trop intimes. Cet avis dépend énormément de notre vision idéale du couple moderne. Le mariage
étant très souvent associé à un lien affectif fort et à une totale honnêteté. Ouvrir notre vie intime à quelqu'un d'extérieur peut passer pour une forme d'infidélité. Dans notre conception de l'amour romantique, notre partenaire est censé être la personne la plus proche de nous, la seule avec qui nous devons partager nos rêves, nos regrets et nos angoisses les plus profondes. Parler de trahison affective ne serait jamais venu à l'esprit de nos aïeux pour qui le mariage ne reposait pas sur une exclusivité émotionnelle. Cette notion est-elle vraiment utile au couple, eux qui, par le passé, ont toujours gagné à pouvoir se confier à d'autres ou à trouver de multiples dérivatifs affectifs? Imposer à une seule et même personne de répondre à tous nos besoins intimes ne fait que fragiliser notre relation avec elle. Il est avéré que revendiquer un lien de cœur sert souvent à masquer une rencontre érotique. D'un autre côté, les relations émotionnelles profondes offrent des exutoires légitimes à des sentiments et des besoins qui ne peuvent être tous comblés au sein de la relation. Face à la complexité de ces questions, il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes s'accrochent à la définition la plus stricte de l'infidélité, c'est-à-dire le sexe interdit. Voilà, pour ce travail, je me suis fortement inspirée des livres Je t'aime, je te trompe d'Esther Perel et Est-ce que tu m'aimes encore? Se reconstruire après l'infidélité du docteur Christophe Fauré. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue, en écoutant celui de l'autre. Je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce que cela vous inspire? Que signifie l'infidélité pour vous? Êtes-vous d'accord avec ces 3 critères de l'infidélité? Et surtout à demander à votre partenaire ce qu'il en pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.